on a un problème de gestion de ces frontières dans des zones extrêmement arides, difficiles à contrôler. Et la menace a pris une ampleur, on a constaté une ampleur incontrôlable depuis l'intervention militaire déraisonnée et disproportionnée en Libye, où finalement on a eu une projection sur le théâtre sahélien de moyens militaires qui étaient totalement au-delà des capacités des États à faire face. Donc finalement, les États du Sahel sont victimes d'un ensemble d'erreurs. Le problème, c'est que les régimes militaires putschistes de l'AES ont rompu justement avec ces pays, ce qui fait effectivement que la difficulté de mutualisation des moyens est là, même si les chefs d'état-major continuent à s'échanger des informations. Dis-moi, dans ma localité, je préfère la présence des djihadistes que la présence de l'État malien. Ça pose un problème. Il y a également ces régimes putschistes qui devaient remédier à une certaine situation, mais qui sont plus préoccupés par des combines politiques pour s'éterniser au pouvoir. Les pays de l'AES, du Sahel, ont toujours été qualifiés de pays perpétuellement assistés, de pays fragiles. Des parents pauvres, c'est ça. Voilà. Et donc, on s'est même dit qu'avec les sanctions, à un moment donné, ces régimes allaient tomber. Et donc, il faut aussi reconnaître que ces pays ont eu le mérite de tenir sans l'aide internationale. À quel prix? À quel prix, justement? Le prix, oui, c'est le prix que nous avons évoqué. Et donc, pour dire que ces pays, c'est la charte de la révolution populaire au Burkina Faso. Et donc, ces pays, quand même, nous ont démontré... La charte de l'Iptako. Exactement. Qu'ils peuvent avoir les ressources internes pour, justement, assurer leur existence. Et ça, c'est une bonne chose. Le Sahel détient donc toujours ce triste record du nombre de morts et de blessés liés aux violences terroristes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a tout essayé? On peut affirmer cela parce qu'on avait des gouvernements civils et malheureusement du fait de la persistance de la menace terroriste qui ont finalement non seulement eu raison des États, des gouvernements issus des élections, mais aussi la menace terroriste a eu raison du G5 Sahel. Et après le G5 Sahel, on avait aussi les forces du bassin du lac Tchad, la force multinationale mixte, qui a malheureusement été fragilisée. Et au-delà de ça, on avait aussi la commission mixte qui impliquait le comité d'état-major avec l'Algérie, qui est inopérante quasiment. Et finalement, les États du 3 Sahel, notamment les 3 États concernés, qui sont depuis maintenant malheureusement 5 ans le foyer important du terrorisme. Donc on a quasiment beaucoup essayé et au-delà de ça on a eu aussi une concentration extraordinaire de toutes les forces internationales dans la zone avec les armées les plus puissantes, avec les moyens les plus sophistiqués et malheureusement, il faut le dire très clairement et humblement, toutes ces initiatives ont été défaites par justement la menace terroriste. Parce qu'on fait face à une menace qui est extrêmement complexe, qui a des ramifications profondes et aussi des acteurs du djihad qui sont aussi ancrés dans l'histoire, qui connaissent profondément l'histoire de ces pays et justement qui se donnent une légitimité historique qui remonte des siècles avant. Et aussi on a un terrorisme, un djihadisme qui s'est sahélisé avec des acteurs locaux qui parlent les langues locales, qui ont des affinités avec les communautés locales. Et donc oui, la menace s'est fortement implantée et a mis à rude épreuve toutes les initiatives à la fois internationales, régionales, parce que aussi la CEDEAO est menacée, puisque le retrait des 3 pays de l'AES met à rude épreuve les mécanismes de sécurité collective au niveau régional. Donc on a beaucoup essayé et les terroristes ont remporté beaucoup de batailles, mais on doit maintenant faire le bon choix pour remporter la guerre contre le terrorisme. Quels sont aujourd'hui, rapidement, les facteurs qui... objectivement, favorise l'expansion du terrorisme dans le Sahel? Alors, nous avons divers facteurs. Dans un premier temps, on a la question de la jeunesse. Une jeunesse, parce que sachez que quand on parle de terrorisme, c'est finalement l'aboutissement de tout un processus, de tout un ensemble d'éléments, de problématiques mal gérées. D'ailleurs, d'où vient cette menace au XXIe siècle? Et donc, c'est une menace qui a commencé dans les années 1979 en Afghanistan, où Al-Qaïda a été créé avec le soutien des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, justement pour combattre le communisme. Et donc, après plusieurs phases de maturation, une mauvaise gestion de cette problématique, on a quand même constaté
progressivement et de manière très fine l'avènement ou l'émergence de cette menace en Algérie, notamment dans un contexte d'année noire où on a vu le fils qui avait remporté les élections et après on a eu un processus de radicalisation qui a abouti au GIA. Après le GIA, on a le GSPC et finalement l'Algérie a pu contenir la menace et justement pousser ces terroristes dans le Sahel. Et donc on a un problème de gestion de ces frontières dans des zones extrêmement arides, difficiles à contrôler. Et la menace a pris une ampleur, on a constaté une ampleur incontrôlable depuis l'intervention militaire déraisonnée et disproportionnée en Libye, où finalement on a eu une projection sur le théâtre sahélien de moyens militaires qui étaient totalement au-delà des capacités des États à faire face. Donc finalement, les États du Sahel payent aujourd'hui, sont victimes d'un ensemble d'erreurs de la communauté internationale, de la part de beaucoup de pays à l'échelle internationale. Et finalement, ce sont des pays qui n'ont pas en interne, qui sont des États fragiles. Et je parlais aussi, il y a une dimension économique, puisque depuis les plans d'ajustement structurel des années 80-90, on a des pays qui sont fragilisés, qui n'ont pas pu développer des outils de sécurité solides, où on a des manques d'infrastructures, une population jeune. Parce que je vous rappelle quand même que dans le monde aujourd'hui, un pays comme le Niger a le plus grand taux de croissance démographique. Donc on a beaucoup de jeunes à qui on n'a pas pu trouver d'emploi. Et aussi, on a une question aussi de laïcité au sein de ces États, puisque cette menace aussi utilise comme facteur l'islam dans des contextes musulmans pour pouvoir aussi parler aux populations locales. Donc on a des problématiques, si on veut résumer, à l'échelle, on a un ensemble d'aliments de facteurs au niveau international, au niveau régional, puisque les États n'ont pas pu se coordonner pour justement apporter une réponse totalement adaptée à la menace, et au niveau local, puisque les populations justement manquent d'infrastructures, les jeunes manquent de perspectives, et il y a aussi une menace climatique, parce que nous sommes dans des contextes où plus de 80% de l'activité repose sur ce qu'on appelle les secteurs sylvo-agro-pastoraux. Et donc avec le bouleversement climatique, il y a eu beaucoup de problématiques qui sont posées entre éleveurs et fermiers et agriculteurs, et donc cela a aussi renforcé, et donc finalement cette menace s'est agrégée à un ensemble de facteurs totalement fragiles, et c'est ce qui aboutit à la réponse actuelle, à la situation actuelle. Et donc, par rapport à la gestion aussi, il y a eu beaucoup de forces internationales, mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment eu de coordination au niveau local, puisque dans les années 1980, en 2019, on avait plus d'une vingtaine de plans Sahel, parce que chaque acteur venait avec son plan, et donc on n'avait pas une réelle mutualisation. Et donc, cela a ouvert la voie finalement à ces groupes islamistes djihadistes qui, justement, ont pu accroître leur capacité, et surtout aussi le financement. C'est qu'on a aussi l'exploitation des ressources et les rations payées suite aux enlèvements. Et donc, tous ces facteurs ont contribué à renforcer, justement, dans un premier temps, les groupes extrémistes, mais en même temps fragiliser les États-nations, les États sahéliens qui, finalement, sont restés démunis, n'ont pas totalement les leviers à leur disposition pour y faire face. Donc une conjonction de facteurs. Exactement. D'accord. Alors, dans ce triste classement, il faut dire qu'en tête du classement des pays qui subissent l'impact du terrorisme, c'est le Pakistan. Exactement. Oui. Et en deuxième position, le Burkina Faso. Troisième position, le Niger. Oui. Et puis il y a le Mali. Alors le Mali, il faut dire qu'au Mali, plusieurs localités sont aujourd'hui soumises à l'autorité, à la loi de groupes djihadistes. Alors certains Maliens en arrivent à admettre que le pays pourrait définitivement passer sous le contrôle et l'administration d'un groupe djihadiste. Est-ce que vous pensez que cette éventualité est plausible aujourd'hui? Effectivement, les populations peuvent à certains moments le penser, parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes sur pas mal de groupes sahéliens, les vidéos qu'on reçoit, on a vu l'année dernière à Boulkessi, où il y a quand même beaucoup de blocus, où les populations sont obligées de négocier des accords locaux avec les terroristes. Et donc finalement, on a une absence totale du pouvoir de l'État, une absence de l'État. Et donc les populations sont laissées pour compte. Et vous voyez aussi, par exemple, par rapport à la problématique, donc pour justement aussi étrangler l'État malien, on a vu le blocus imposé par exemple sur le carburant. Et au-delà de cela, des populations qui osent soutenir. On a bien vu encore il y a quelques jours l'assassinat du jeune Mohamed Babi qui à Tombouctou a été assassiné. Et avant lui, c'était la jeune TikTokeuse Mariam Sissé. Ou avant aussi, entre Ségou et Bamako, on a vu aussi Mansour Haïdara, un chef religieux extrêmement influent, être assassiné. Et donc, clairement, et quand on regarde à l'échelle du Mali, oui, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Et malheureusement, depuis, comme vous le disiez, depuis 2019, donc depuis 2020,
on a l'avènement des régimes militaires justement qui avaient comme narratif justement de contenir, de combattre le terrorisme. Et le paradoxe, c'est qu'avec ces gouvernements militaires au pouvoir, nous constatons que 5 années plus tard, dans tous les 3 pays de l'AES, finalement, la situation sécuritaire s'est totalement amplement dégradée. Donc là, cela peut aussi reposer des questions pour dire que est-ce que nous avons fait les bons choix? Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps de réquestionner la stratégie de lutte contre la menace terroriste et que le tout militaire n'a jamais fonctionné justement et qu'il faut aussi quand même maintenant peut-être tenter d'expérimenter d'autres stratégies. Et pour le Mali, pour finir, nous sommes clairement face à une stratégie d'étranglement au-delà des États. Mais surtout, un élément aussi important, c'est qu'il y a des couvre-feux qui sont instaurés au Mali, ce qui n'avait pas été vu. Et on se rappelle encore en 2024 de l'attaque très complexe, non seulement du camp de gendarmerie, mais aussi de l'aéroport militaire. Et donc, tous ces éléments, ces facteurs peuvent surtout amener aussi des populations à finalement se questionner. Je vous posais la question parce qu'il y a une forme de résignation aujourd'hui chez certains Maliens qui se disent, bon, finalement, après le coup d'État, la prochaine étape serait peut-être la prise de pouvoir d'État par les djihadistes. Les populations peuvent bien se poser cette question, surtout que nous voyons qu'au Mali, on a un soutien militaire russe. Et, il y a quelques années, on a cru que la Russie était un acteur totalement fiable en la matière. Mais depuis la chute du régime Assad, où effectivement, on a vu Al-Shara et son équipe prendre le pouvoir. Et donc, cela fait peur. Cela montre que en fait, ce n'est pas une utopie. Et surtout, derrière tout ça, il y a quelqu'un qu'on appelle Yad Argali. Et Yad Argali, c'est un personnage qui est respecté. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les... Qui est malien. Qui est malien et qui est Touareg. Et donc, les rébellions, les premières rébellions Touareg, déjà de 1962-63, le père de Yad Argali était justement, Ababakar Argali, était un résistant qui a été tué. Et donc, en 1990, la génération des Yad Argali avait 30 ans. Et ce sont eux qui ont aussi mené la rébellion contre l'État malien. Et donc, Yad Argali a été consul à Djeddah, où il s'est radicalisé. Et ils ont aussi été dans la génération des Touaregs qu'on appelle les Ashuma. Donc, des jeunes qui ont combattu en Syrie, qui ont combattu au Liban, qui étaient dans les légions islamiques de Kadhafi. Donc, c'est un personnage qui est extrêmement respecté. Et donc, clairement, aujourd'hui, Yad Argali peut prétendre, en voyant ce qui s'est passé en Syrie, et surtout, la Syrie aussi avait axé sa stratégie sur la Russie. Et donc, il y a des similitudes qui peuvent inquiéter. Et on note aussi l'extension de cette menace terroriste vers les pays côtiers désormais. Oui, effectivement, pour les pays côtiers, on peut relever les études que vous citiez ont pointé du doigt 2 États côtiers. Dans un premier temps, le Nigeria, où on a vu Boko Haram émerger depuis 2014, qui déstabilise beaucoup le nord-est de cette région. Le Nigeria a vu justement son nombre de décès liés au terrorisme multiplié quasiment par augmenter de 46%. Et donc, c'est un facteur qui est inquiétant, mais surtout le Bénin qui monte en force dans le classement. Et donc, cela nous appelle à quand même beaucoup plus de responsabilités. Moi, je pense que le vrai panafricanisme, c'est la sécurité des populations des Africains. Et donc, il est impératif. Il y a des pays, cher Francis, qui sont parvenus à combattre la menace terroriste, qui sont dans la région. L'Algérie en est l'exemple. La Mauritanie est un exemple. La Tunisie a été déstabilisée, le Maroc et la Côte d'Ivoire aussi, il y a 10 ans maintenant, cette année, le 10e anniversaire des attentats de Grand Bassam sur la partie côtière de la Côte d'Ivoire ont été célébrés. Ces pays ont déployé des stratégies qui peuvent inspirer, qui n'ont pas eu besoin de rompre toute forme d'organisation de sécurité collective. Et donc, les exemples sont là, peuvent inspirer aussi les pays de l'AES. Et donc, on n'a pas d'autre choix, après ces chiffres que nous voyons, que de reconsidérer notre approche, que de mutualiser au niveau africain nos énergies, nos ressources. Parce que si les pays de l'AES tombent, la menace va se propager, déstabiliser à grande échelle l'Afrique. Donc, c'est notre destin commun qui est en jeu, qui nous pousse et qui nous commande de dépasser nos problèmes idéologiques, nos problèmes de manque de convergence politique pour essayer de cibler, pour essayer de mutualiser justement nos ressources vers des menaces existentielles pour l'Afrique dans son ensemble. Très bien. Alfred? Il y a 2-3 choses qu'on pourrait dire pour compléter le propos de Ouattara. C'est d'abord effectivement que pendant toutes ces années, il y avait d'abord, avant l'extension, des logiques internes à chacun des pays du Sahel. Et que, à l'époque, si on prend le Niger avait essayé de régler justement le problème Touareg en intégrant un certain nombre d'entre eux dans l'armée et puis dans les structures politiques, et ça avait commencé à apaiser le pays. À l'époque où Blaise Compaoré était président du Burkina Faso, il n'y avait pas quasiment d'attentats parce qu'on soupçonnait qu'il aurait signé un accord avec les djihadistes de ne pas attaquer le Burkina Faso. Et puis au Mali... L'approche de Blaise Compaoré était controversée. Oui. Bien sûr, mais on a... tout le moins. Oui, non, mais c'est pourquoi je dis qu'il s'était entendu avec eux pour qu'ils n'attaquent pas le Burkina Faso.
Et puis au Mali, qui était l'épicentre justement de cette déstabilisation, il y avait le problème Touareg. Ouattara a très bien fait de rappeler que ça remonte 1962, 1963 et ça a continué avec Yaghra-Ali père et puis le fils qui continue. Avant que AQMI n'arrive et puis après la neutralisation du GSP-GIS en Algérie, il y avait donc justement et puis l'accord d'Alger qui permettait l'intégration justement des Touaregs dans le processus politique au Mali. Tout cela effectivement répondait à cette exigence de trouver une solution à la fois militaire mais surtout politique. Et si on prend le Nigeria, puisque ça a été cité, on se souvient que Idriss Itno Déby était le fer de lance justement de ce dispositif qui permettait de lutter efficacement contre Boko Haram. Et d'ailleurs, on avait vu des résultats. En tout cas, les États-Unis, la France et tous les autres s'étaient appuyés justement sur lui pour dire il faut le contenir. Et avec la mort d'Abou Bakar Shekau, on a vu pratiquement Boko Haram disparaître avant de renaître aujourd'hui de ses cendres. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a au fond, les coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso, nous ont ramenés en arrière. Parce que sous prétexte de déficit de sécurité, etc., ils ont fait des coups d'État en promettant de ramener la sécurité. Exactement. Et donc de ramener la sécurité. Or, on s'aperçoit 5 ans après que non seulement ils ont échoué, mais que ça se métastase, non seulement à l'intérieur, mais vers les pays voisins. On a cité le Bénin, qui met beaucoup de moyens dans le nord pour stopper cette métastase. Le Togo aussi fait pareil. Et donc, effectivement, il y a des interrogations sur ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a une situation politique globale dans la sous-région aujourd'hui qui favorise justement l'expansion du terrorisme, en tout cas qui alimente, je dirais, l'énergie du terrorisme dans la région? Disons que ce sont surtout les pays de l'AES qui concentrent tout cela. Ce qui fait qu'au fond... Cela crée une situation politique globalement dans la région qui, évidemment, fragilise les États vis-à-vis de ce problème, puisque, Ladji le disait il y a quelques instants, il y a une difficulté à mutualiser les efforts dans la région. Et ça, c'est vrai que les terroristes ont une lecture politique fine de la situation en cours. Tout à fait, mais en réalité, si on regarde la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Togo, ces régimes, ces pays ne sont pas tant que ça déstabilisés par le terrorisme, parce que ce sont des pays qui ont pris les mesures et qui continuent à prendre les mesures. Qui font partie de l'ensemble. Exactement, des mesures. Et ça, c'est un. 2. Le problème, c'est que les régimes militaires putschistes de l'AES ont rompu justement avec ces pays, ce qui fait effectivement que la difficulté de mutualisation des moyens est là, même si les chefs d'état-major continuent à s'échanger des informations, à se parler. C'est ça qui est assez curieux. Et à se rencontrer également. Exactement. Récemment, il y avait une rencontre à Dakar des chefs d'état-major de la sous-région. C'est ça qui est assez curieux. Vous avez la parole, allez-y. Oui, en fait, moi je vois la chose de plusieurs manières. La situation est préoccupante parce qu'il y a une rupture au niveau de l'Afrique de l'Ouest entre les États de l'AES et la CEDEAO. Il y a également un acteur important qui est l'Algérie, que les gens, qu'on a tendance à mettre de côté, alors qu'il y a un dispositif d'information et de renseignement très puissant que l'Algérie, comme la Mauritanie, peut mettre à la disposition de tous ces États. Absolument. Il y a également la fracture. La Mauritanie également. Oui, la Mauritanie, oui. La Mauritanie et l'Algérie. Oui. Oui. Il y a également la fracture sociale qui fait que c'est en quelque sorte, je l'ai lu quelque part, qui est le moteur ou bien le carburant de ce djihadisme. Parce que quand des gens qui reviennent du pays de vacances, ils disent, moi, dans ma localité, je préfère la présence des djihadistes que la présence de l'État malien, ça pose un problème. Il y a également ces régimes putschistes qui devaient remédier à une certaine situation, mais qui sont plus préoccupés par des combines politiques pour s'éterniser au pouvoir. Il y a également des prémices que les gens voient venir, mais qui n'associent pas
les acteurs, comme les jeunes, les femmes, les chefferies traditionnelles, à tous les processus. Parce que ce que le Sénégal a commencé à faire il y a quelques années d'ailleurs, hein, sous la présidence du président Macky Sall. De Macky Sall, effectivement. Et que Diomaye Faye continue. Je ne sais pas s'il continue. En tout cas, sur le plan sécuritaire, pour l'instant, il n'y a pas de changement parce qu'on sait qu'avec le dernier rapport du Tombouctou Institute, on a vu le coup porté ou bien réalisé par les djihadistes qui sont parvenus à franchir ou bien à traverser le Mali pour arriver jusqu'à la frontière sénégalaise et tenter des incursions vers la Mauritanie. Et donc, cet aspect sécuritaire, il y a eu plusieurs plans sécuritaires des stratégies. Mais ces stratégies sont malmenées par une instabilité politique qu'on a constatée au niveau des États de l'AES et surtout une faiblesse institutionnelle. Donc, pour remédier à cet élément, il faudrait impérativement investir dans la consolidation des institutions et également au niveau du capital humain. Parce que tout développement passe par le capital humain. D'accord. Et peut-être, je voudrais quand même ajouter, bon, c'est vrai que pour les Sahéliens qui nous regardent, la situation paraît quand même trop pessimiste. Effectivement, il y a matière à s'inquiéter. Surtout, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur le Mali. Le Mali, mais le Burkina Faso et le Niger ne sont pas à la traîne parce que le Niger est monté dans le classement et on a vu aussi l'attaque le 30 janvier dernier à l'aéroport de Niamey et surtout la base 101 où se trouve le siège de l'AES. Et se trouvent les contingents russes, se trouvent des matériaux, des matières stratégiques a été touché. Et donc ça, quand même, c'est inédit. Où on a aussi vu souvent des mouvements d'humeur, que ce soit à Termit ou que ce soit à Tira. Et donc ce sont des choses qui peuvent beaucoup inquiéter. Au Burkina Faso, par exemple. Et surtout, il faut aussi quand même beaucoup décentrer. On a une attention qui est focalisée sur la question du terrorisme, alors qu'il y a d'autres facteurs. Regardez au Burkina Faso, on a quasiment 20% des écoles qui sont fermées, avec quasiment 3 millions d'enfants qui se retrouvent hors des classes. Et ces enfants-là ont quel avenir, à part rejoindre ces groupes. Et par exemple, quand on parle du Burkina Faso, dans les années 2019, on avait à peine 50-100 000 déplacés internes. Mais aujourd'hui, on se retrouve à quasiment plus de 3 millions 500 déplacés internes sur une population de 24 millions. Et donc, ce sont sans compter les réfugiés dans les pays voisins. Exactement. Et donc, ce sont des situations qui inquiètent. Mais ce qui est quand même intéressant aussi dans l'histoire, c'est que paradoxalement, là où on attendait les militaires justement à nous aider à beaucoup améliorer significativement, contrairement aux civils. Et donc ça, il faut quand même modestement, à l'aune des chiffres, aussi peut-être se dire modestement que les civils ont peut-être mieux fait que les militaires sur le domaine sécuritaire. Mais le paradoxe, c'est au niveau économique, au niveau macroéconomique, où on a quand même de bonnes perspectives de croissance, où ces États parviennent quand même à maintenir une bonne croissance. Alors que, au niveau macroéconomique. Alors que les pays de l'AES, du Sahel, ont toujours été qualifiés de pays perpétuellement assistés, de pays fragiles. Des parents pauvres. Et donc on s'est même dit qu'avec les sanctions, à un moment donné, ces régimes allaient tomber. Et donc il faut aussi reconnaître que ces pays ont eu le mérite de tenir sans l'aide internationale. À quel prix À quel prix justement? Le prix, oui, c'est le prix que nous avons évoqué. Et donc pour dire que ces pays, c'est la charte de la révolution populaire au Burkina Faso. Et donc ces pays quand même nous ont démontré... La charte de l'Iptako. Exactement, qu'ils peuvent avoir les ressources internes pour justement assurer leur existence. Et ça, c'est une bonne chose. Mais encore, on revient au niveau sécuritaire. Il y a matière à vraiment récautionner l'approche et les stratégies, les acteurs, les partenariats internationaux déployés. Très bien. N'oublions pas quand même le retour des États-Unis dans ces 3 pays, de l'AES maintenant, non seulement en termes de renseignements militaires, il y a une nouvelle recomposition des alliances diplomatiques qui est en cours. Oui. Bien.